Dans cette cinquième et dernière vidéo, du coup, de cette séquence de correction, on va corriger, vous n'allez pas être surpris, on va corriger l'exercice 5. Cette fois, on considère un prédicat sur R. Donc pour chaque valeur de R, pour chaque valeur x dans R, on va avoir une proposition P de x. Et P de x, c'est il existe y dans R tel que xy égale 2. Par exemple, P de racine de 2, c'est il existe y dans R tel que racine de 2 fois y égale 2. À partir d'un prédicat, comme vous savez, on peut former des propositions en ajoutant des quantificateurs, comme pour tout et il existe pour tout plutôt, ou par implication, comme ceci, ou équivalence. Et du coup, on considère tout un tas de propositions formées sur la base de ce prédicat, et on doit déterminer si elles sont vraies et fausses, et justifier notre opinion là-dessus. La première qu'on doit observer, qu'on doit étudier, c'est il existe un x dans R, P de x. Il existe un x dans R tel que P de x. Donc 1, c'est il existe un x dans R et il existe un y dans R. Donc là, je remplace P de x par son expression. Il existe y dans R tel que xy égale 2. Alors, est-ce que ça a l'air vrai? Est-ce que c'est vrai ou pas que je peux trouver deux réels x et y tels que x fois y, ça fait 2? Ah oui, c'est vrai. Je pense que je vais pouvoir me débrouiller pour trouver ça. Par exemple, si je prends, je sais pas, n'importe, hein, on pose x égale pi carré, j'aime bien pi carré, x égale pi carré. Si je prends y égale 2 sur pi carré, alors xy égale 2. Donc, P de pi carré est vrai. C'est vrai qu'il existe un y dans R, tel que pi carré fois y égale 2. Je l'ai trouvé, c'est 2 sur pi carré. Et du coup, c'est vrai qu'il existe un x dans R tel que P de x. Donc la première proposition, elle est vraie. Évidemment, là, je troll un petit peu en choisissant pi carré. C'était juste pour vous montrer que vous n'étiez pas obligé de choisir 1 et 2, quoi. Un réel, ça peut être n'importe quoi, du moment que ça fonctionne, ça fonctionne. Alors la deuxième qu'on doit considérer, c'est pour tout x dans R, P de x. Donc pour tout x dans R, il existe un y dans R tel que xy égale 2. Alors est-ce que c'est vrai ça? Est-ce que c'est vrai que je peux prendre n'importe quel x dans R et quel que soit le x dans R que je choisis, après je peux trouver un y tel que xy fait 2? Alors ça n'a pas l'air faux hein, au départ, parce que à la question 1, j'ai pris un peu n'importe quoi comme x. Hein. J'ai pris x égale pi carré, et j'ai trouvé quand même un y qui fonctionne. Est-ce qu'il y a des fois où je peux pas faire ça? Est-ce qu'il y a des x que si j'avais pris ce x-là, ça n'aurait pas marché? Bah, si je prends n'importe quel x, on a envie de dire, il suffit que je prenne y égale 2 sur x. C'est ce que j'ai fait à la question 1. J'avais choisi x un petit peu au pif, et après j'ai choisi y égale 2 sur x pour que ça fasse xy égale 2. Est-ce que je peux toujours faire ça? Bah non, pas si x égale 0. Si x égale 0, je vais pas pouvoir faire 2 sur x. Et d'un autre côté, si x égale 0, x fois y, quel que soit y, ça va faire 0, ça fera jamais 2. Donc j'ai l'impression qu'elle est fausse, celle-là. Alors comment je le montre? Eh ben, comme toujours, hein, ça va pas vous surprendre, je vais regarder la négation de la proposition 2. Et la négation de la proposition 2, c'est il existe un x dans R, tel que, quel que soit y dans R, pour tout y dans R,
xy est différent de 2. Donc il faut que je montre que ça, c'est vrai. Et c'est un peu ce que j'ai fait intuitivement en fait. J'ai trouvé un x dans R, j'ai l'impression que si je prends x égale 0, après, quel que soit y, xy, ça fera jamais 2. Donc j'ai plus qu'à écrire ça. Et là aussi, du coup, il faut que je prenne les quantificateurs dans l'ordre. Je dois d'abord dire qui c'est mon x, et après je dois vérifier que, quel que soit y, xy ne fait pas 2. D'abord, je dois donner le x, et ensuite vous me donnez le y que vous préférez, et je dois vous montrer que xy, ça fait pas 2. Donc je peux pas d'abord dire soit y dans R, et ensuite chercher le x. Ça fonctionnera pas. Et notamment, du coup, x ne peut pas dépendre de y. Je peux pas faire un x comme, je sais pas, y au carré moins 37 ou quelque chose comme ça que j'ai vu parfois. Il faut que ce soit le même x qui fonctionne sur tous les réels. Alors, j'ai eu l'impression, en tout cas, en y réfléchissant comme ça, que x égale 0, ça va être ça le contre-exemple. Posons donc x égale 0. Alors, quel que soit y dans R, qu'est-ce que je fais ici? Je dois montrer que pour tout y dans R, xy est différent de 2. Donc j'essaye de montrer non P de x, non P de 0. Soit donc y dans R, comme x égale 0, xy ça fait 0, donc j'ai montré que pour tout y dans R, xy est différent de 2, si x égale 0. Donc non P de 0 est vrai. Donc il existe un x dans R tel que non P de 0, tel que non P de x, c'est vrai aussi, puisqu'on en a trouvé un. Donc pour tout x dans R, P de x est fausse. Alors, qu'est-ce que je dois faire ensuite? Je dois regarder la proposition x supérieur à 0 implique P de x. Donc, est-ce que ça a l'air vrai? Si on suppose que x est supérieur à 0, est-ce qu'on va réussir à en déduire P de x? Si x est supérieur à 0, je vais un peu pouvoir faire ce que j'ai fait à la question 1. Si x est strictement positif, rien ne m'empêche de prendre y égale 2 sur x, et dans ce cas-là, xy fait 2. Donc ça m'a l'air vrai, je vais donc montrer ça. 3. Je pense que x supérieur à 0 implique P de x est vrai, et je vais le montrer. Donc supposons que x est supérieur à 0. C'est comme ça qu'on montre une implication, on suppose ce qui est à gauche et on montre ce qui est à droite. Supposons que x est strictement positif, et déduisons-en P de x. Alors du coup, je dois montrer que P de x est vrai sous ma supposition que x est strictement positif. Donc on cherche, pour montrer que P de x est vrai, il faut trouver un y dans R, tel que xy égale 2. Comme x est strictement positif, on peut prendre y égale 2 sur x, et on a bien xy égale 2. Donc, si x est strictement positif, alors P de x est vrai,
Donc 3 est vrai. On a montré l'implication. Si si x supérieur à 0 est vrai, alors p de x est vrai. C'est comme ça qu'on démontre une implication. Alors maintenant, la question 4, c'est est-ce qu'en fait c'est une équivalence? Est-ce que x supérieur à 0 est équivalent à p de x? Alors on sait déjà du coup que si x est positif, alors p de x est vrai, et par double implication, donc vous vous rappelez, l'équivalence, elle est vraie si chacune des deux implications est vraie. Donc par double implication, comment dire, on sait déjà que l'une des deux implications est vraie. Il reste donc à savoir si p de x implique que x est strictement positif. Alors là, il y a deux façons de s'y prendre. On peut regarder. Donc, comment déterminer si ça est vrai? Alors, est-ce que forcément, si je peux trouver un y tel que xy égale 2, alors nécessairement x est positif? C'est pas très clair de choisir le p de x d'abord. Donc, ce que je vais faire plutôt, c'est que je vais regarder la contraposée de ça. La contraposée, c'est remplacer une implication, A implique B, par l'implication équivalente, non B implique non A. Non B implique non A, c'est la même chose que A implique B. Donc du coup, par contraposé, il faut que je vérifie que x inférieur ou égal à 0 implique non P de x. Est-ce que si x est négatif, forcément P de x est faux? Bah, j'ai envie de dire pas forcément. Si j'ai un... Est-ce que je peux trouver des x négatifs tels que j'ai quand même P de x? Bah oui, si je prends x égale, je sais pas moi, moins 1, bah P de x va être vrai quand même, P de moins 1 va être vrai quand même. Donc c'est pas parce que x est négatif que je peux forcément en déduire que P de x est faux. X inférieur ou égal à 0 implique non P de x est faux. En effet, si je prends x égale moins 1, x égale moins 1 vérifie x est négatif, et P de moins 1, car on peut prendre y égale moins 2, P de moins 1 est vrai. Donc x égale moins 1 vérifie la négation de cette implication. La deuxième implication est fausse, du coup. Donc j'en déduis en remontant que c'est pas vrai que P de x implique x strictement positif.
Et si l'une des implications est fausse, alors l'équivalence ne peut pas être vraie. Donc P de x équivaut à x supérieur à 0 est fausse. Donc pour récapituler ce qu'on a fait ici, on devait voir si l'équivalence x supérieur à 0 équivaut à P de x était vraie ou pas. Une équivalence, c'est la même chose que deux implications. Donc l'équivalence, pour qu'elle soit vraie, il faut que x supérieur à 0 implique P de x soit vrai, et ça on le sait déjà d'après la question 3, et il faut aussi que P de x implique x positif soit vrai. Il faut les deux. Maintenant, P de x implique x positif, c'est pas forcément facile d'y réfléchir comme ça. Donc, une stratégie peut être de raisonner par contraposé. P de x implique x supérieur à 0, c'est pareil que de dire x négatif implique non P de x. Est-ce que si je suppose que x est négatif, je peux en déduire que P de x est toujours faux? Ça voudrait dire qu'il n'existe aucun x négatif qui vérifie P de x. Mais ça n'a pas l'air vrai, et je le montre, du coup, je trouve un x négatif qui vérifie P de x, donc moins 1 par exemple. En fait, n'importe quel réel négatif non nul va vérifier ça. Et donc, je montre que si je prends x égale moins 1, j'ai à la fois x négatif et P de x, donc c'est faux que x négatif implique non P de x, donc c'est faux que P de x implique x positif. Donc, dans mon équivalence, l'une des deux implications est vérifiée, mais pas la deuxième, donc l'équivalence est fausse. Et il ne nous reste plus que la dernière question, la dernière proposition à laquelle on doit s'intéresser, c'est P de x implique x non nul. Est-ce que c'est vrai que si j'ai P de x, alors x ne peut pas être nul? À nouveau, je préfère partir du x et réfléchir sur P de x, donc par contraposé, je peux dire que ça, c'est équivalent à x non x négatif implique non P de x, c'est-à-dire x égale 0 implique non P de x. Alors ça, je pense que c'est vrai. En effet, si on suppose que x égale 0, je peux en déduire non P de x. En fait, on l'a déjà plus ou moins fait. Non P de x, c'est pour tout y dans R, xy est différent de 2. Bah du coup, oui, si x égale 0, du coup, non P de x, c'est non P de 0. Vu que x égale 0, non P de x, c'est non P de 0, donc c'est pour tout y dans R. 0 fois y est différent de 2, ça m'a l'air tout à fait vrai. Hein. 0 fois y, j'ai pas l'impression que ça va faire 2. Donc soit y dans R. On a effectivement 0 fois y égale 0 différent de 2. Donc non P de 0 est vrai. On a montré que... Donc là je remonte tout, hein. Vous n'êtes pas obligé de mettre tout le temps d'étapes, mais c'est pour bien cimenter le raisonnement. On a montré que si on suppose que x égale 0, alors on peut en déduire non P de x. Donc par contraposé, on a montré que P de x implique x non nul. Ce qui avait l'air à nouveau intuitif, hein. Si je suppose que j'ai P de x, si je suppose que je peux me débrouiller pour trouver y tel que xy fait 2, j'ai l'impression qu'effectivement x c'était pas 0.
En fait, la 5, si vous y réfléchissez, je m'aperçois que là j'ai fait beaucoup d'étapes et ça a l'air compliqué. Ce que ça dit, c'est simple en fait. C'est que si à xy, il y a moyen que ça fasse 2, pour un certain y bien choisi, bah, c'est que le x au départ, il ne devait pas être 0. Comment on écrit ça? Une façon de procéder, qui n'est pas la seule, qui n'est pas obligatoire, c'est de le faire par contraposé. Ça nous permet de partir de x. Et ça nous évite de mettre des raisonnements un peu foireux comme forcément x est non nul ou quelque chose comme ça, qui n'est pas vraiment un argument. La contraposée, ça nous permet de changer en quelque sorte l'implication qu'on doit montrer en quelque chose qui part de non x négatif, non x non nul, donc x est nul, et d'essayer d'en déduire non p de x. Et dans ce sens-là, c'est facile, hein, parce que si je suppose que x égale 0, bah oui, effectivement, non p de x, il se vérifie tout seul. Donc je pense que c'est une bonne façon de procéder quand on veut formellement étudier ce genre de proposition, formellement. Et c'est ça qu'on nous demandait, hein, c'est un cours de logique formelle. Cela dit, on le savait déjà, hein, on savait déjà que si on avait p de x, x il pouvait pas être nul. La question c'est comment on écrit pour le justifier. Donc à nouveau, dans toutes ces propriétés, je pense qu'elles sont assez intuitives. La question c'est comment on les traduit en logique formelle, cette intuition qu'on a que si p de x est vrai, forcément x est non nul, pour trouver un argument qui utilise uniquement les outils de la logique formelle pour aboutir à la conclusion. Voilà, j'espère que c'était clair pour ce dernier exercice et de manière générale pour les prédicats. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les adresser. Et je vous remercie de votre attention.